Bien, donc ce cours, comme je vous le disais, il a pour but d'éliminer une bonne fois pour toutes des idées préconçues. On entend énormément de choses, on ne sait pas du tout d'où ça sort au sujet des huiles essentielles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment de qualification. Je vous rappelle que, par exemple, un pharmacien n'est pas un aromathérapeute. C'est pas parce que quelqu'un est pharmacien que ce qu'il va vous dire sur les huiles essentielles, c'est parole d'évangile, loin de là. Donc, il n'y a que vraiment durant un cours formel dans une école d'aromathérapie ou durant des conférences données par des experts qu'on obtient de réelles informations. Alors, c'est ce que je vais vous offrir ici. C'est l'association de ce que j'ai appris pendant mon expertise et puis des extraits d'un cours que j'ai pris avec Robert Tisserand, qui est à mon avis l'expert sur le sujet de la toxicité des huiles essentielles. Et on va parler de ce qui est carcinogène et ce qui ne l'est pas, et des effets liés aux doses dans les huiles essentielles. Donc tout ce que je vous donne ici, ça sera issu principalement de mon expérience et de celle de Tisserand, issue de la recherche. Donc au bout du compte, on a quelque chose de pas mal quand même. Alors on va commencer. Ah oui, bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cécile Heller, je suis aromathérapeute holistique, j'ai été formée en Chine par justement une élève de Robert Tisserand et plein d'autres aromathérapeutes depuis. Et ma spécialité, c'est de vous éduquer sur la toxicité justement et les risques de prendre des produits chimiques dont vous n'avez pas besoin et tout ce qui est relié à l'inflammation interne entretenue par cette toxicité justement. Donc c'est un sujet que je commence à connaître, que je commence à maîtriser. Alors au menu, il y a le vrai risque des huiles essentielles. On voit des carcinogènes partout, des substances toxiques dans les huiles essentielles, tout est dans la dose, les substances carcinogènes, les huiles riches en phénol. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants ? Il ne faut pas oublier la valeur thérapeutique, les cancers hormonodépendants, les huiles potentiellement toxiques, la grossesse. Que des sujets qui reviennent sans arrêt. Alors ce vrai risque. Lorsqu'on parle de toxicité, il est important de comprendre la différence entre la menace et le risque. Bon là, je cite Robert Tisserand. C'est une différence sur laquelle il insiste beaucoup dans son cours. La menace, c'est un risque potentiel, bien sûr, parce que c'est par exemple une substance qui est neurotoxique, phétotoxique ou carcinogène. Ça représente une menace, mais pas forcément un risque. Le risque, c'est la menace associée à l'exposition. L'exposition, c'est la dose, la voie d'administration, la fréquence et la durée. D'ailleurs, à ce sujet, une des raisons pour lesquelles en France on est complètement à l'affût je ne sais pas pourquoi ils sont obsédés comme ça, ils n'ont pas compris la simplicité d'utilisation des huiles essentielles, parce qu'évidemment, la voie d'administration en France, c'est beaucoup par la bouche. Tel que le pratique Tisserand et la plupart des aromathérapeutes anglo-saxons, c'est pas la bouche, c'est la peau. Donc à ce moment-là, le risque il est bien diminué. Même s'il y a une menace, le risque disparaît quasiment à zéro à cause de cette voie d'administration qui n'est pas comparable avec une voie interne. Okay, ça c'est un exemple, on en parlera. Il faut aussi considérer la biodisponibilité. Donc, ça veut dire combien du produit va atteindre la circulation sanguine. Donc, vous comprenez bien aussi que quand on avale une huile essentielle ou quand on la fait passer par la peau, les organes touchés en priorité ne sont pas les mêmes. Surtout qu'il ne va pas y avoir la même transformation au niveau chimique de l'huile essentielle au bout du compte. Donc, quels sont les changements métaboliques qui vont se produire dans la substance d'origine, donc dans l'huile essentielle ? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment à craindre lorsqu'il n'y a pas d'ingestion ? C'est ça dont on va parler. Quand il y a la présence d'autres substances et que cette présence représente un autre facteur de risque, c'est là qu'il faut prendre en considération ce qui est carcinogène ou pas. Les carcinogènes, ça se trouve quasiment partout où qu'on les cherche. Il y en a
dans la peinture, dans les produits d'entretien, dans les cosmétiques, les aliments, l'air qu'on respire. Et vous ne vous posez pas de loin autant de questions qu'au sujet des huiles essentielles. Et vous allez comprendre à quel point c'est complètement ridicule tout ça. Il y a des traces de plomb dans le sol, dans les plantes qui y poussent, dans l'eau qui y passe. Donc en fait, vous êtes en permanence en contact avec des carcinogènes. Et là, je vous ai mis toute une liste. C'est des produits toxiques qui sont quasi toujours présents dans les fruits, dans les légumes, dans les produits laitiers, dans la viande et le poisson. Okay, et pourtant, ces aliments ne sont pas considérés pour autant dangereux parce que c'est des toxines qui sont présentes en très petite quantité. Mais, c'est tellement ridicule. C'est exactement la même chose dans les huiles essentielles qui sont des extraits botaniques. Les huiles essentielles, ce sont des extraits de plantes. Et les aliments qui contiennent des substances toxiques dangereuses en très petite quantité ne sont pas pour autant considérés dangereux. Okay. Beaucoup de produits alimentaires naturels seraient carcinogènes de par la présence de substances toxiques. Mais la présence d'antioxydants dans les huiles essentielles, par exemple, les rend anti-cancérigènes et donc propres à la consommation. C'est le cas de l'huile d'olive, des feuilles de thé, des fruits et des légumes. Tout ça, s'il n'y avait pas les antioxydants dedans, vu le niveau de produits carcinogènes qu'on y trouve, serait considéré toxique. Mais grâce aux antioxydants, ça crée un équilibre. Okay, donc tout est dans la dose. Il faut savoir qu'à l'origine de ces substances toxiques, il y a une source mère naturelle qui, elle, n'est pas toxique. Tout ça pour dire que la seule présence d'une substance toxique ne rend pas le produit toxique. Je vais répéter. La seule présence d'une substance toxique ne rend pas le produit toxique. Il faut encore que la quantité de cette substance rende le produit toxique. La quantité. Okay. Certaines huiles essentielles contiennent des substances chimiques à cause de leur composition chimique qui sont considérées carcinogènes. Entre autres, il y a l'estragol. C'est un phénol qu'on trouve en grande quantité dans l'estragon, qui est une huile courante et très bien tolérée. Quand vous mangez de l'estragon, vous mangez de l'estragol. Okay, c'est du méthylogénol, c'est un phénol trouvé en grande quantité aussi dans la cannelle, et du safrole, c'est un phénol extrait de l'huile de sassafras. Okay, tout ça, c'est carcinogène. Okay, les phénols sont très présents dans des huiles essentielles fortement antivirales et antibactériennes, vermifuges et anti-inflammatoires, entre autres. Donc ce sont des huiles qu'on va utiliser dans des cas très pointus, mais pas sur le long terme en général. On les utilise avec précaution, à court terme, mais surtout parce qu'elles sont très efficaces dans des situations très précises. Alors, encore une fois, tout est dans la dose, et tant qu'on respecte les règles, on en profite sans crainte de toxicité. Et pour être véritablement carcinogènes, ces produits toxiques doivent être d'abord bioactivés par une enzyme du foie. Okay, et il y a de nombreuses huiles essentielles qui inhibent cette enzyme, c'est-à-dire qui la neutralisent complètement. Entre autres, la bergamote, la camomille allemande et les huiles qui contiennent de l'acide benzoïque. Okay, alors là, je vous mets une petite liste d'huiles essentielles qui contiennent des phénols. Il y a le thym, l'estragon, le basilic, la sarriette des montagnes, l'origan, le fenouil, le girofle et la cannelle. Ce sont toutes des huiles très courantes qui font partie de la pharmacie familiale naturelle, recommandée par la majorité des aromathérapeutes, qu'ils soient cliniques ou holistiques, et jamais personne n'a développé des cancers en utilisant ces huiles. Vous imaginez tous ceux qui utilisent le thym en période d'hiver, la sarriette des montagnes, qu'est-ce que je peux la faire utiliser, celle-là, l'origan, le fenouil, et c'est des huiles qui sont estampillées complètement sécuritaires, absolument sans effet secondaire. Elles contiennent des phénols, mais surtout, elles inhibent l'enzyme qui permettrait aux carcinogènes d'être bioactivés par le foie. Okay, donc il ne faut pas uniquement voir « Ah, mon Dieu, il y a un carcinogène dedans ». Il faut voir l'ensemble. Et il faut voir qu'il y a au sein de l'huile quelque chose qui va la rendre complètement inoffensive. Alors les enfants, c'est vrai que
ça c'est toujours le big problème. Il y en a plein, mais qui font subir des traitements chimiques atroces à leurs enfants sous prétexte qu'ils ont peur d'en donner des huiles essentielles en dessous de 7 ans. C'est tellement idiot. Les enfants sont traditionnellement, les phénols ne sont traditionnellement pas utilisés sur des enfants très très jeunes, plus parce que on risque de leur décaper la peau, je dirais, décaper. On va préférer des huiles plus douces, ou alors on va les utiliser dans très petite quantité au sein d'une synergie, et on va s'assurer que uniquement le seul souci ici, c'est pas d'irriter la peau, c'est justement, voilà, c'est d'être sûr que ça va pas irriter la peau. Et c'est pour ça que le simple fait de respecter les règles d'application, ça fait toute la différence. Et ça donne la possibilité de profiter de la puissance des phénols en toute sécurité. Évidemment, si vous allez mettre à sec une cannelle sur une fesse de bébé, il va se mettre à hurler, ça va lui bouffer la peau, ok? Mais pas si vous la diluez, absolument pas. Il se trouve que ces huiles-là ont une grande valeur thérapeutique et qu'il est complètement crétin de s'en priver sous prétexte que ça contient des phénols. Vous avez, à mon avis, vous avez dû le comprendre. Et donc, il serait dommage de les diaboliser ou de leur préférer des médicaments alors que leurs qualités thérapeutiques sont très étendues et bien plus inoffensives que de nombreux traitements allopathiques. Okay? Et donc, ces huiles-là contiennent toute une forte quantité d'antioxydants et de composants anticarcinogènes qui contrebalancent complètement une possible toxicité carcinogène. Voilà. C'est ça que je voulais absolument vous faire comprendre. Comme ça, le problème, c'est qu'on vous met souvent une information incomplète. Les gens, ils voient, oh mon Dieu, dans les phénols, il y a des carcinogènes. Oh my God, il ne faut pas donner de phénol aux gens, c'est trop dangereux. Et ça, c'est des ignorants qui disent ça. C'est ceux qui n'ont rien compris au film. Et en étant ignorants et idiots, on est plus dangereux qu'autre chose. Ok? Parce qu'à ce moment-là, on va envoyer les gens vers des médicaments qui, eux, sont franchement carcinogènes. Alors, je donne l'exemple de la rose. La rosa damascena. On y trouve du méthylogénol, à raison de vraiment 0,5 à 3%, rien du tout. Et donc, la présence de ce génol dans l'huile essentielle pourrait être considérée comme un problème potentiel. Et pourtant, que diraient ceux qui, comme moi, utilisent couramment cette huile si on leur demandait moi, c'est une huile que je donne systématiquement aux cancéreux. Ok? Un cancéreux, je le couvre de rose. Parce que c'est l'huile qui a la plus haute vibration énergétique. Donc c'est l'huile qui va le mieux tirer hors du trou l'énergie de la personne et activer sa régénération cellulaire. Voilà. Je vais certainement jamais dire à un cancéreux, ah mais c'est bête, la rose ça a une bonne énergie, mais je pense pas vous la donner parce que on y trouve du méthylogénol. Voilà. Alors ça c'est la connerie personnifiée. Il faut donner de la rose aux gens qui ont les pires souffrances et qui sont dans la pire situation de dégénération. Alors, on sait aussi que le méthylogénol, ça, c'est connu pour favoriser le cancer du foie. Mais l'huile essentielle de rose, elle contient aussi du géraniol, de 8 à 22%, qui est une substance qui a une action anticarcinogène, et surtout dans le cas du cancer du foie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a beaucoup moins de méthylogénol dans la rose que de géraniol. Alors, c'est parce qu'il y a une trace de méthylogénol qu'il ne faut pas la considérer pour traiter quelqu'un qui a un cancer du foie, alors qu'elle contient beaucoup plus de géraniol, qui est très bon en cas de cancer du foie. Alors, on a fait l'expérience de donner des fortes doses d'huile essentielle de rose à des rats par la bouche durant 6 mois. Et donc, on a complètement démontré qu'elle n'était absolument pas hépatotoxique. Okay. Il y a des preuves scientifiques in vitro qui démontrent que son action anticarcinogène, donc antitumorale, sur le cancer de la prostate, des poumons, du sein et des côlons, était effectivement importante. Okay. Donc, il faut la donner à des gens qui ont cancer, prostate, poumons, sein et côlon. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier les antioxydants. Alors, sans les antioxydants que nous consommons et les mécanismes de réparation de l'ADN, on succomberait sans doute tous au cancer bien avant la puberté. Donc, il ne faut pas prendre en considération
ne pas prendre en considération les composants antioxydants et antimutagènes, et ben c'est complètement idiot. Hein. Il y en a beaucoup qui ont des réactions complètement idiotes comme ça. Et les huiles riches en phénol, elles contiennent des substances antioxydantes et antimutagènes. Voilà. Et puis là-dedans, vous avez le génol, le géraniol, le limonène et le linalol qui bloquent l'action carcinogène. Donc on a tous des cellules cancéreuses dans l'organisme. Et bien qu'on puisse pas complètement éviter les mutations, en tout cas, on peut limiter notre exposition aux carcinogènes et surtout avoir recours aux anticarcinogènes puissants et non toxiques que sont les huiles essentielles. Tous les jours, tout simplement. Alors, l'autre grosse question, c'est les cancers hormonodépendants. Qu'est-ce que je peux recevoir des questions là-dessus? Que faire en cas de cancer hormonodépendant? Et alors, j'entends des choses étranges au sujet d'huile, soi-disant hormone-like, et contre-indiquées en cas de cancer hormonodépendant. Alors, on va mettre une bonne fois pour toutes les choses au point. Je ne veux plus jamais rien entendre sur ce sujet, ça m'énerve trop. Les huiles essentielles qui ne doivent pas être utilisées si la personne est à risque de développer un cancer du sein, par exemple, de l'utérus, du col, etc., et des ovaires, eh ben, c'est l'anis. Jamais, jamais je ne fais prendre d'anis. Jamais. Bon, il y a le fenouil. Mais alors vraiment, je ne vais jamais en donner à quelqu'un qui a un risque. Et encore, je pense que, bon, j'en ai déjà parlé avec des spécialistes qui m'ont dit, vu les doses qu'on utilise, vu que nos dilutions sont tellement larges, franchement, même avec du fenouil, il n'y a vraiment pas de quoi s'arracher les poils avec ça. Hein. Alors on se méfie aussi des huiles essentielles de sauge clarée, de houblon. Bon, la sauge clarée, moi je trouve que c'est une idiotie, il faut utiliser la sauge clarée. Le houblon, je n'utilise jamais. Mes tisserands précisent qu'il n'y a jamais eu aucune preuve qui ont confirmé cette méfiance. Alors, pour certaines huiles, bon, c'est clair qu'elles ne sont toxiques qu'à forte dose, de toute façon, et doivent simplement être fortement diluées. Alors, c'est des huiles qui sont potentiellement toxiques. C'est vrai que l'amande amère, c'est une huile potentiellement toxique parce qu'elle contient de l'acide prussique. Mais aujourd'hui, on a des extractions d'amande amère qui en contiennent même pas. Donc, ça enlève ce potentiellement toxique. Et moi, personnellement, je donne l'amande amère aux cancéreux. La menthe maïs, la menthe arvensis, j'utilise jamais. La myrrhe, oui, c'est vrai que, mais franchement, c'est pas une huile qu'on va utiliser tout le temps non plus. Le bouleau blanc, c'est très localisé, c'est en cas de douleur, hein, c'est Betula lenta. La citronnelle, bon, ça aussi, potentiellement toxique, franchement, moi j'ai utilisé pendant des années quand je faisais des massages anti-inflammatoires. C'est ridicule, hein, c'est ridicule de s'exciter sur une citronnelle. La graine de persil, c'est différent. Hein, ça, c'est une huile que j'utilise jamais. On a étudié que c'était une huile, je crois que je l'ai fait étudier, mais je ne me rappelle plus si j'ai mis ou même. Je pense même pas l'avoir mis dans la liste parce qu'elle est même compliquée à trouver en France, donc je crois même pas que j'ai donné sur AromaPro. Mais bon, c'est une huile extrêmement diurétique qu'on a étudiée parce que ça faisait partie de la liste officielle de ce que nous, en tant qu'aromathérapeutes, devions connaître, mais que franchement, j'utilise jamais. Je dois même avoir jeté le flacon d'origine que j'ai eu au départ. J'ai jamais remplacé. Donc, vous voyez là-dedans, bon, c'est vrai que c'est citronnelle, bouleau, amande amère, myrrhe qui sont les plus couramment utilisées et personne n'a jamais eu à s'en plaindre du tout. Hein, loin de là. Alors, l'autre grosse question, c'est durant la grossesse. Alors, d'après Tisserand, le maître, il n'y a aucune preuve, j'adore ce paragraphe, il n'y a aucune preuve que les dosages utilisés en aromathérapie holistique puissent être abortifs. Si certaines ont une action aménagogue, leur nature est telle, il parle des huiles, qu'elles ne présentent aucun danger durant la grossesse. Voilà. Que ça soit réglé une bonne fois pour toutes, vous me lâchez la vie avec les huiles essentielles à ne pas utiliser pendant la grossesse. C'est une aberration. Ok.
Bon, c'est vrai que si certaines huiles peuvent être toxiques, encore une fois, aux doses pratiquées en aromathérapie holistique, il n'y a aucune chance qu'il vous arrive quoi que ce soit. Okay, mais bon, ça c'est ce qu'on nous enseigne dans l'enseignement officiel, contrôlé par the National Association of Holistic Aromatherapy, au sujet des huiles essentielles durant la grossesse. Donc je vous donne ce qui nous est enseigné officiellement, comme ça vous avez la liste. D'après cette association, les huiles à éviter, c'est la muscade, l'amande poivrée, le carvi que j'utilise jamais, la feuille de laurier, voilà, en gros, c'est tout. Hein. Il y a l'origanum majoranal que je fais utiliser pendant toutes les grossesses de tout le monde parce que c'est antifongique et que c'est tellement important d'utiliser un antifongique. La lavande, hello. Oui. Le fenouil, bon ça je peux comprendre parce que ça peut stimuler la lactation. Et le bois de cèdre de Virginie que j'utilise jamais. Donc basiquement, si on devait se remettre à cette liste, on n'utiliserait jamais de lavande pendant une grossesse. Ni de menthe, que je fais utiliser tout le temps, parce que c'est un super antidouleur et antinauséeux. La feuille de laurier, c'est génial aussi, pendant une grossesse. Voilà. Vous imaginez, s'il fallait se priver de ça, c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai que bon, on peut largement... Le fenouil, oui. Je ne mettrai pas du fenouil à une femme enceinte, sauf à la limite à la toute fin. Et jamais de bois de Virginie, de toute façon. Ça, j'utilise pas. Mais le reste, il n'y a vraiment pas de raison de s'en priver. Bon, après, donc, à mon avis... Donc, ce que nous a enseigné officiellement, c'est vraiment lié à la composition chimique des huiles. Et encore une fois, ça ne considère pas les dosages extrêmement faibles. On a des quantités extrêmement faibles dans nos mélanges, ok ? Et du coup, ça n'a rien à voir avec les monstruosités que je vois passer sur des sites français qui font avaler des trucs atroces. Ça, oui, évidemment, dans ces cas-là, j'hésiterais. Mais moi, j'ai largement utilisé l'amande poivrée, la rose, la lavande, la marjolaine chez des femmes enceintes à tous les stades de la grossesse sans jamais provoquer une fausse couche. Il y en a même qui m'ont supplié de les aider à déclencher leur accouchement et je peux vous assurer, pour avoir essayé, que franchement, c'est dur. C'est pas évident du tout. Hein. Moi, j'ai toujours évité le cyprès pendant la grossesse parce que c'est trop diurétique. J'ai jamais utilisé le laurier, le carvi et celle de Virginie non plus. Mais franchement, la muscade, même si elle est toxique à long terme, c'est génial en cas d'intoxication. Il vaut mieux utiliser ça chez une femme enceinte en cas d'intoxication que beaucoup de sortes d'antibiotiques. Voilà, bah là on a fait le tour de ce qui était le plus important. Okay. Maintenant, si vous voulez vraiment maîtriser la situation dans tous les recoins, bah vous avez deux sources principales. C'est l'essentiel de l'équilibre qui est donc mon manuel d'aromathérapie dans lequel dont je me sers tout le temps. Moi personnellement, je me suis écrit ça pour moi pour avoir toutes les infos importantes sous la main. Et puis il y a Aroma Pro Mini qui reprend tout. Donc ça c'est la version mini, hein. Évidemment si vous choisissez plutôt Aroma Pro et Aroma Pro Master, vous avez encore beaucoup plus. Mais au moins déjà dans Aroma Pro Mini, vous avez le maximum en ce qui concerne la sécurité d'usage des huiles essentielles.